Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de plusieurs faits historiques qui se sont déroulés entre le 21 et le 27 avril, c'est parti. On commence par le 21 avril 753 avant JC. À cette date est fondée la mythique ville de Rome par Rémus et Romulus sur le mont Palatin. Tite-Live et Denis d'Halicarnasse font deux interprétations de la fondation de Rome. Tite-Live rapporte qu'après une tragédie familiale à Troie, le dieu Mars tombe amoureux de Rhea Silva, qui donnera naissance à Romulus et Rémus. Son oncle Amulius fait jeter les deux bébés dans le Tibre par peur de perdre son trône. Ils seront recueillis ensuite par une louve au pied du mont Palatin. Le berger Faustulus les recueillera ensuite et les élèvera en compagnie de son épouse Acca Larentia. À l'âge adulte, ils fonderont donc une ville et s'en remettront aux augures pour savoir qui des deux donnera son nom à la ville. Romulus sera donc désigné après avoir vu 12 vautours. Halicarnasse, quant à lui, recense plusieurs récits possibles de la fondation, mais les deux hommes émettent énormément de réserves sur le mythe fondateur de Rome. L'histoire et l'archéologie se confronteront sur bien des points. L'archéologie par exemple nous montre qu'il existait des traces d'agriculture dès le Xe siècle avant JC sur les collines entourant le forum romain. Une des interprétations est que la ville est fondée sur le Tibre à la limite de l'Étrurie, née d'un regroupement de plusieurs villages déjà établis sur trois collines, l'Esquilin, le Caelius et le Palatin. Quatre autres collines seront par la suite greffées à la ville, le Capitole, le Quirinal, le Viminal et l'Aventin. L'ensemble de ces villages prend alors le nom de Rumon, la ville du fleuve, d'où nous vient donc le nom actuel de Rome. Les rois étrusques succéderont à Romulus et régneront jusqu'à 509 avant Jésus-Christ. Après avoir chassé le dernier roi Tarquin le Superbe, Rome deviendra une république. Aujourd'hui encore, la question de la fondation de Rome n'est pas résolue et laisse place à de nombreuses interprétations, comme celle de Pierre Grimal ou encore de Grande d'Asie. On part maintenant le 22 avril, moins 404 avant Jésus-Christ, pour cette fois parler de la chute d'une grande cité, Athènes. Cela se déroule pendant la guerre du Péloponnèse qui oppose la Ligue de Délos menée par les Athéniens et la Ligue du Péloponnèse menée par Sparte. Après avoir mené une guerre d'usure, les Athéniens cachés derrière leurs murs qui s'étendent de la cité jusqu'au port de Pirée tombent aux pieds des Spartiates. On connaît bien cette période grâce à l'auteur Thucydide qui fait un récit des causes et du déroulement de la guerre du Péloponnèse. Il nous apprend que tout a commencé en moins 431 alors que Athènes est la puissance dominante du monde hellénique grâce à son énorme flotte, près de 300 trières. On attribue le déclenchement de la guerre à trois crises successives, celle d'Épidamne, celle de Potidée et celle de Mégare. Mais les causes sont bien plus profondes et cette guerre serait due à la peur de l'impérialisme athénien. Cette guerre se déroule en trois phases. La première décennie est marquée par des invasions annuelles de l'Attique par les Spartiates. Périclès, voulant éviter le conflit, fait entrer tout le monde à l'intérieur des murs d'Athènes pour éviter un conflit direct avec les Spartiates. Cette stratégie sera d'abord payante mais sera lourde de conséquences pour les Athéniens qui sont frappés par l'arrivée d'une peste entre moins 430 et moins 426. Cette peste serait apparue dans le port de Pirée et serait venue d'Afrique. Elle aurait tué jusqu'à un tiers de la population d'Athènes, dont Périclès, qui derrière ses murs avait entassé des dizaines de milliers de personnes. La paix de Nicias sera conclue dans un deuxième temps en moins 421 et est censée apporter une paix de 50 ans et la restitution des terres et des prisonniers. Mais les engagements seront à moitié tenus et la paix sera brisée après le fiasco de l'armée athénienne pendant l'expédition de Sicile. Une guerre ouverte reprendra par la suite entre les deux ligues. Sparte se retrouve sur un pied d'égalité avec les Athéniens grâce à une alliance avec les Perses et à l'expédition de Sicile qui a causé beaucoup de pertes aux Athéniens. Athènes est donc forcée de capituler et est contrainte d'accepter les conditions de Sparte. Les longs murs qui l'entouraient sont détruits et la Ligue de Délos est dissoute, forçant Athènes à entrer dans la Ligue du Péloponnèse. Le plus terrible pour les Athéniens sera le remplacement de leur démocratie par un régime oligarchique, le Conseil des 30. Sparte obligera toutes les démocraties se servant du modèle athénien à adopter des décarchies, oligarchies gouvernées par 10 personnes. Ce régime autoritaire est vu comme une régression à Athènes qui s'est fondée pour être un barrage à la tyrannie, mais cette expérience sera de courte durée, seulement 1 an. On se retrouve pour la naissance de Max Planck le 23 avril 1858. Il est né sous le nom de Max Karl Ernst Ludwig Planck dans le duché de Schleswig dans l'actuelle Allemagne. Il fait ses études secondaires à Munich où il hésite encore entre se consacrer aux sciences ou à la musique. Mais en 1874, il entame des études de mathématiques et de physique à l'université. Il obtient son baccalauréat à 17 ans et aura 3 ans plus tard conclu son cursus universitaire à Berlin.
En 1878, il soutient sa thèse de doctorat sur le second principe de la thermodynamique qui met en place la notion d'entropie. Je vais pas vous faire un cours de thermodynamique, mais en gros, l'entropie c'est un principe d'évolution qui s'applique à tous les phénomènes irréversibles, tels qu'un verre qui se casse en plusieurs morceaux. Malheureusement, ses professeurs ne sont pas convaincus, mais il passera à son habilitation grâce à ses recherches sur les états d'équilibre des corps isotropes aux différentes températures. Il aboutit avec ses recherches au même résultat que Josiah Willard Gibbs, qui eux étaient restés confidentiels. En 1885, il devient professeur de physique théorique dans l'université de Kiel. À la mort de Gustav Kirchhoff, il sera appelé à enseigner à l'université de Humboldt de Berlin et sera titulaire en 1892, un poste qu'il gardera plus de 40 ans. Il travaillera une partie de sa vie sur la thermodynamique, le magnétisme et la physique statistique. Il rejettera le modèle atomique de Maxwell et Boltzmann, lui croit en la matière continue, mais il se ralliera à ces théories en 1890. En 1900, il détermine la loi de répartition spectrale du rayonnement thermique du corps noir en créant la constante de Planck. C'est la naissance de la théorie des quanta. Alors cette théorie est une tentative de modéliser le comportement de l'énergie à très petite échelle. Il laissera l'interprétation physique de sa théorie à d'autres, notamment à Albert Einstein, dont il deviendra l'un des principaux soutiens par la suite. Il prendra sa retraite universitaire en 1927, mais il continuera à enseigner. Il recevra de nombreux honneurs tout au long de sa vie, comme la médaille de Liebig, la médaille Franklin ou même la médaille de Max Planck. Il meurt en 1947 à Göttingen, en Allemagne. On part ensuite le 24 avril 1990 pour le lancement du télescope spatial Hubble. Il est créé par divers centres de la NASA et de gros industriels comme Perkin-Elmer qui réalisent la partie optique. Le miroir primaire sera une des causes du retard du lancement du télescope car son polissage doit atteindre une précision de 10 nanomètres, un truc encore jamais vu à l'époque. Il débute en 1979 et ne sera terminé qu'en 1983. Suite à ces nombreux retards et surcoûts, le Congrès américain décide de doubler les fonds initiaux prévus au projet pour atteindre 1,2 milliard de dollars. En octobre 83, le télescope prendra le nom d'Edwin Hubble et la destruction de la navette Challenger en 86 repoussera encore le lancement qui sera salutaire pour les équipes de la société Lockheed qui doivent assembler toutes les parties du télescope. Le coût total du télescope atteindra quand même les 2 milliards de dollars. Suite au lancement en 90 et à son placement en orbite basse à 600 km d'altitude, un défaut optique est repéré sur le miroir. Le télescope est heureusement conçu pour permettre des opérations de maintenance grâce à des navettes spatiales. Après un long travail de la NASA, la mission de sauvetage du télescope appelée STS-61 est envoyée en 1993. Pendant cette mission, ils ramèneront le télescope dans leur soute pour installer les panneaux solaires fournis par l'ESA, le remplacement de gyroscope, l'installation d'une caméra à champ large et l'instrument COSTAR. 4 autres missions seront envoyées ensuite en 97, 99, 2002 et 2009 pour permettre de modifier ou remplacer certains instruments obsolètes. Il sera remplacé en 2021 par le télescope spatial James Webb et son désorbitage est prévu entre 2020 et 2030. Mais il n'a pas eu que des problèmes, il a aussi permis d'observer beaucoup de choses jusque-là inaccessibles. Son miroir de grande taille de 2,4 mètres de diamètre lui permet de restituer des images avec une résolution angulaire inférieure à 0,1 seconde d'arc. Une seconde d'arc, ça équivaut à peu près à un ballon de basket visible à 50 km. Il est aussi équipé d'imageurs et de spectroscopes dans l'infrarouge proche et l'ultraviolet. Les données collectées ont permis de grandes découvertes comme le taux d'expansion de l'univers, la confirmation de la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ou encore l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. On se retrouve le 25 avril 1507 pour la naissance du planisphère Waldseemüller. C'est le premier planisphère où est fait mention le mot America, nom donné en honneur de l'explorateur Amerigo Vespucci. La carte intitulée Universalis Cosmographia est imprimée grâce à la technique de la xylographie sur 12 planches, séparées mesurant 43 sur 59 cm chacune. L'ensemble représente la forme de la Terre grâce à une modification de la projection conique de Ptolémée où les méridiens sont incurvés. Le planisphère est donc en forme cordiforme, c'est-à-dire en forme de cœur et est surmonté par 2 médaillons. Cette carte place selon la tradition l'Europe, l'Afrique et l'Asie au centre, mais la nouveauté se situe sur la gauche du planisphère. Les 2 parties du continent sont séparées par un détroit entouré d'eau et est de toute évidence non rattaché à l'Asie comme le croyait Christophe Colomb. La représentation du continent est très approximative due au fait qu'il n'a utilisé que des cartes marines pour la réaliser. A l'époque, la partie ouest du continent n'avait toujours pas été explorée par les Européens, mais un amiral chinois du nom de Zheng He avait recueilli les données qui ont été utilisées par Waldseemüller.
On part ensuite le 26 avril 1986 où un accident majeur se déroule à la centrale Lénine située à l'époque en URSS. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle, classée niveau 7 le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires. La centrale est située à 15 km de Tchernobyl et à 110 km de Kiev. Sa construction débute dans les années 70 en même temps que la ville de Pripyat. Le premier réacteur est mis en service en 77 et le deuxième l'année suivante et seront suivis par 2 autres réacteurs. L'accident survient après un essai d'îlotage, c'est-à-dire le maintien en tension du réacteur sur un circuit hors du circuit principal. Le test prévoyait une baisse de la puissance du réacteur à 700 MW, mais après minuit 5, il continue encore de baisser. Le responsable du réacteur, Leonid Toptunov, décide d'insérer les barres de commande qui permettent de contrôler la réaction en chaîne du réacteur, mais elles sont enfoncées beaucoup trop loin. Le réacteur perd donc énormément de puissance, ce qui provoque son empoisonnement au xénon, le xénon 135 ayant la particularité d'absorber les neutrons et donc d'empêcher la réaction nucléaire. Suite à de nombreuses autres erreurs de manipulation, le réacteur entre en fusion. Ça a pour conséquence le craquage de l'eau des circuits de refroidissement. Le craquage de l'eau, c'est une dissociation des atomes d'eau, ce qui conduit à une explosion et une libération importante d'éléments radioactifs dans l'atmosphère. Il s'agit du plus grand accident nucléaire et les conséquences sont pourtant controversées. Plus de 200 000 personnes ont dû être évacuées, le nombre de morts liés à la catastrophe varie entre 9 000 et 1 million. On termine le 27 avril 1848 où le gouvernement de la République française abolit l'esclavage dans les colonies françaises par un décret. L'abolition concerne surtout les vieilles colonies de l'Ancien Régime où l'économie repose entièrement sur les grandes plantations sucrières. Sous la Révolution, les députés de la Convention ont aboli l'esclavage une première fois pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais Napoléon Bonaparte est revenu sur cette mesure et a de nouveau légalisé l'esclavage en 1802. Après l'abolition de la traite atlantique en 1807 et l'esclavage en 1833 par les Anglais, les Français sont prêts à prendre les mêmes mesures. En Mayotte, il n'existe par exemple aucun planteur européen, l'esclavage est donc aboli dès le 9 décembre 1846. Le décret prévoit donc de libérer dans un délai de 2 mois 250 000 esclaves noirs ou métis à la Martinique et à la Guadeloupe ainsi qu'à la Réunion, en Guyane et à Saint-Louis du Sénégal. Les esclaves ont accéléré le mouvement à certains endroits comme à Saint-Pierre en Martinique où une insurrection éclate le 22 mai 1848. Même chose en Guadeloupe où le gouverneur abolit l'esclavage dès le 27 mai 1848 pour mettre fin à une insurrection. En compensation de la perte de leurs esclaves, les possesseurs de plantations reçoivent du gouvernement français une indemnité. Ils feront venir des travailleurs sous contrat de la Chine ou de l'Inde pour contourner l'interdiction en créant une nouvelle forme d'esclavage. Ce décret a été rédigé par Victor Schœlcher, secrétaire d'État à la Marine dans le gouvernement provisoire. Cette abolition montrera bien que les exploitations ne seront pas ruinées puisqu'ils gagneront en activité économique dans toutes les colonies. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire si vous avez plus d'informations sur ce que j'ai dit ou même pour corriger si j'ai fait des erreurs. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires en 2 minutes.